Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre pour Sport le Mat, tour d'horizon de la planète sport avec des jolis reportages concoctés par la rédaction d'i24 News. Un beau programme, c'est promis, alors restez à l'écoute. Et tennis avec la Coupe Davis, ça joue ce week-end. La France joue contre la Suisse. La finale de cette Coupe Davis 2014 va se tenir dans un écrin hors norme au stade Pierre-Mauroy, une enceinte sportive qui a une capacité de 27 000 places. Regardez la présentation des deux équipes. C'est l'un des trophées les plus prestigieux du tennis mondial. Pour certains, elle dépasse même le tournoi du Grand Chelem. La Coupe Davis est un rêve pour tous les joueurs de tennis professionnels. Et la finale de l'édition 2014 se joue ce week-end à Lille, entre la France, pays hôte, et la Suisse. Les Français sont arrivés fin prêt dans la ville nordiste. Avec 4 joueurs figurant dans le top 30 mondial, tous peuvent être décisifs. On est tous des leaders potentiels dans... Voilà, on a tous un caractère bien différent. Je crois qu'aujourd'hui, le groupe est vraiment homogène et c'est ce qui fait la force un peu de ce groupe. Si Joe Wilfried Tsonga aime à rappeler l'importance du collectif, c'est bien lui qui est sous le feu des projecteurs. À l'image de sa carrière, la saison 2014 du Français a connu des hauts et des bas. Il a subi quelques déconvenues, bien loin de ce que l'on attend de lui, mais il a aussi réussi à se surpasser, notamment lors de sa superbe victoire au Masters 1000 de Toronto, où il a éliminé successivement 4 joueurs du top 10 avant de battre Roger Federer en finale. Je me sens bien. Je ne suis pas en mesure d'expliquer ce que je ressens aujourd'hui parce que vous savez, c'est beaucoup de travail. C'est des moments difficiles, des bons moments aussi. Et enfin, je suis ici, j'ai gagné ce trophée et j'espère que ce n'est que le début. Mais vous savez, en tout cas, c'est un beau début. Sur un bon jour, Tsonga peut battre n'importe qui et il aura à cœur de le montrer face aux 25 000 supporters à Lille. Mais en face, les Français savent très bien de quoi sont capables Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Une équipe composée des numéros 2 et 4 mondiaux a de beaux atouts à faire valoir, mais une équipe qui a comme capitaine Roger Federer peut facilement être qualifiée de favorite. Parce que c'est des super joueurs. Je pense que Roger aura vraiment envie de gagner cette coupe. C'est un des seuls trophées qui lui manque. Donc je pense vraiment qu'il va falloir arriver prêt. Et puis au-delà d'être prêt, il va falloir être persuadé que ces joueurs-là, on peut les battre. Et pourtant, coup de tonnerre à quelques jours de la Coupe Davis. Federer se blesse au dos à la veille de la finale des Masters de Londres. Je suis désolé de venir ici avec un costume et pas avec mes affaires de sport. Malheureusement, je ne suis pas en condition de jouer le match ce soir. Sur l'ensemble de sa longue carrière, le Suisse n'a déclaré forfait qu'à 3 reprises. Et celle-ci tombe au plus mauvais moment. Il a dû renoncer à affronter Novak Djokovic pour tenter de remporter un 7e Master. Je ne pouvais pas jouer à mon niveau contre Novak. Ça serait devenu trop dangereux à mon âge de faire ça. Je suis sûr que Roger serait venu sur le court s'il avait pu jouer à son niveau. Je lui souhaite un très prompt rétablissement et j'espère qu'il pourra jouer à la Coupe Davis. Je sais que c'est très important pour lui. Toujours dans l'incertitude, Roger Federer a néanmoins fait le déplacement à Lille. Il a travaillé toute la semaine pour être présent dès vendredi aux côtés de ses coéquipiers. Du côté suisse, comme du côté français, on le sait, sa présence pourrait décider du sort de cette finale que tous les fans attendent. Puis du ballon rond, sport et politique font rarement bon ménage à Chypre. La séparation de l'île en 2 territoires depuis 1974 empêche le football de se développer dans la minuscule fédération de football de la République turque de Chypre du Nord. Pas de place pour les compétitions internationales. Les joueurs doivent se contenter d'un championnat amateur et isolé, mais une équipe sort du lot. Il s'agit de Sinsitaya et elle a 14 titres de champion. Reportage dans les coulisses de ce club qui se bat pour exister. On se retrouve après. Dans la minuscule fédération de football de la République turque de Chypre du Nord, une équipe sort du lot, Çetinkaya et ses 14 titres de champion.
Mais dans cette Super League, la première division, seulement 14 clubs s'affrontent et aucun n'est professionnel. À cause de la situation politique de l'île, divisée en deux depuis 1974, les clubs du Nord n'ont pas le droit de participer à des compétitions internationales. Conséquence, les clubs ne jouent qu'entre eux. Je veux jouer contre d'autres équipes. Je veux accumuler de l'expérience et gagner plus d'argent grâce à cette activité. Mais c'est impossible ici. Les salaires des joueurs ne dépassent pas 500 € et ils ont tous un métier en dehors du terrain. D'après le coach du Çetinkaya, cet isolement sportif pèse sur leur niveau de jeu. Nos jeunes ne peuvent pas progresser car la situation ne leur offre pas d'avenir. Nous jouons seulement à un niveau amateur. Seul bol d'air pour la fédération, l'arrivée de quelques joueurs venus de l'étranger qui espèrent faire leur preuve à Chypre. Pour un débutant, c'est bien. Tu viens, tu fais tes débuts ici de 3 ans. Tu fais un bon carrière. Et si tu as un bon manager, tu peux aller chercher ailleurs, quoi. Ce soir, Çetinkaya joue contre Doğan, le derby de Chypre du Nord entre les deux plus grosses villes, Nicosie et Kyrenia. Et ces joueurs espèrent une chose, affronter un jour les équipes du Sud qui participent aux prestigieuses Coupes d'Europe. Un projet d'unification des fédérations a été lancé en 2013, mais rien n'a avancé en un an. Nous avons fait ce qui nous était demandé. Maintenant, il faut qu'ils réagissent. Il faut qu'ils aient de la pitié pour les jeunes. Les problèmes politiques n'intéressent que les politiciens. Nous ne sommes que des sportifs. Signe que les mentalités peuvent changer, un joueur chypriote grec a signé pour la première fois fin septembre dans un club du nord de l'île. Une décision qui a provoqué un tollé au sud. Il a même assuré avoir reçu des menaces de mort. Et les cas de dopage se multiplient malgré les lois qui s'accumulent pour les éviter. L'Europe est la championne de la détection et des sanctions contre les tricheurs. L'athlétisme est particulièrement touché par ce fléau. Les athlètes consomment des produits illicites sans même savoir qu'ils se droguent. Mais faut-il croire à l'angélisme de ces sportifs qui avalent parfois des pilules suspectes? Les explications, la rédaction d'i24 News. Le dopage perturbe à nouveau le monde de l'athlétisme. L'Allemagne vient de présenter un projet de loi qui prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour les sportifs coupables de s'être dopés. Un signal fort pour les athlètes. Le texte prévoit des amendes, mais aussi la confiscation des prix reçus lors de performances accomplies grâce au dopage. Le but de cette loi est de maintenir l'intégrité des sports et de combattre le dopage. Nous présentons une loi efficace, une loi courte, une loi claire, mais une loi dure. En France, c'est l'athlétisme qui défraie la chronique. La moisson de médailles au dernier championnat d'Europe à Zurich a été impressionnante. 23 récompenses, dont 9 en or, soit le meilleur bilan de l'histoire pour la délégation tricolore. Et pourtant, la médaillée de bronze du 10 000 mètres Laila Trabi vient d'être placée sous garde à vue après que des gendarmes ont retrouvé de l'EPO dans son appartement. L'ex-ministre des Sports française, Valérie Fournéron, vient de prendre la présidence du comité médical de l'Agence mondiale antidopage. Elle compte bien enrayer les phénomènes par tous les moyens possibles. Il faut en permanence, et les méthodes dopantes, il faut en permanence être dans l'actualité, même anticiper parfois le détournement d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. Et dans quelques semaines, je serai à Tokyo, où il y a tout un symposium avec l'industrie pharmaceutique pour que nous puissions de mieux en mieux travailler en amont de la mise sur le marché des produits pharmaceutiques qui pourraient être détournés de leur usage. Le cas Trabi n'est que le dernier en date d'une longue série d'affaires. En juin dernier, le lanceur de marteau Quentin Bigot était passé aux aveux après un contrôle positif au stanozol. Idem pour Teddy Tango, champion du monde de triple saut, suspendu pour 1 an pour ne pas avoir été localisable à 3 reprises pour se soumettre à un contrôle inopiné. Le sportif assumait pourtant pleinement ses prouesses cet été. Maintenant, mon corps sait ce que ça fait d'atterrir à 18 mètres et de le valider sur le papier. Parce que c'est vrai que j'avais mordu ces marques assez souvent. Mais maintenant, le fait de le réaliser, c'est vrai que le cerveau retient. Et le cerveau, en tout cas, j'espère qu'il me le rendra plus tard. Même situation pour Alice Decaux, sélectionnée pour les mondiaux de Moscou en août dernier. La hurdleuse française est contrôlée positif à un complément alimentaire qui contenait des amphétamines. Résultat, 6 mois de suspension.
L'athlète a pourtant toujours clamé son innocence et son ignorance du problème. Une situation qui concerne de nombreux sportifs. En clair, il faut éduquer, éduquer et encore éduquer ces athlètes qui montent, en particulier ceux qui viennent de milieux désavantagés, pour qu'ils sachent bien qu'un complément donné de façon illégale, ça peut être dangereux. Il ne faut pas le prendre car il y a des règles et au final, vous allez perdre. Les plus grands champions le savent bien, ils doivent rester vigilants et ne pas accepter n'importe quoi. La responsabilité n'incombe plus seulement aux entraîneurs. En tant qu'athlète, il faut être très prudent parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses sur la liste des produits interdits que vous ne pouvez pas connaître. Donc il faut être au courant tout le temps, c'est un peu difficile. Reste à savoir si les athlètes sont humainement capables de répondre aux attentes de leurs coachs, sponsors et publics. La tentation est grande pour remporter des titres. Et direction l'Afrique du Sud où le surf est un sport très apprécié. Seul problème, les risques liés aux requins qui rôdent et souvent attaquent les imprudents. Aux grands mots, les grands moyens, les Sud-Africains ont mis en place un procédé technologique ultra perfectionné pour protéger les surfeurs, mais aussi les animaux marins. Regardez. Dans la région du Cap, en Afrique du Sud, l'océan est le domaine des surfeurs et des requins. Ce câble en cours d'installation au large de la plage de Glen Cairn est censé permettre aux deux espèces de cohabiter, chacune dans son espace. Il s'agit d'un filin accroché au fond marin et hérissé d'antennes semi-rigides qui pulsent des ondes à basse fréquence. Ces courants électriques sont censés éloigner les requins. Les requins ont un organe sensoriel qui perçoit les champs électriques dans l'océan. C'est ce qui les rend uniques. Ce sont les seules créatures qui vont sentir les ondes électriques générées par notre câble. Pour eux, ce sera un peu désagréable et ils s'éloigneront de la zone. Il n'y aura aucun impact sur les autres espèces marines parce qu'elles n'ont pas cet organe sensoriel. Pas de danger non plus pour les humains, qui risquent au plus un léger picotement s'ils touchent une électrode. Cette technologie s'inspire des appareils de répulsion des requins mis au point en Afrique du Sud que les plongeurs portent à la cheville. La barrière est en test pour 5 mois. Des contrôles permanents vont permettre d'évaluer son efficacité. Quant aux surfeurs, ils pourront chevaucher les vagues le cœur plus léger. Les prédateurs ont tué 13 baigneurs dans le pays au cours des 10 dernières années. Les requins sont là et ils étaient là avant nous, donc on doit s'adapter. Si ça veut dire installer un câble pour nous aider à vivre ensemble librement, alors tant mieux. C'est une bonne idée d'essayer et j'imagine que ça va rassurer les gens qui ont peur. Donc davantage de gens pourront venir profiter de l'océan et de la nature. Ce câble constitue une prouesse technologique étant donné les mouvements des fonds marins et la difficulté d'utiliser de l'électricité sous l'eau. Si l'expérience s'avère concluante, ce serait un progrès considérable comparé aux filets utilisés sur la côte est du pays depuis 60 ans. Des filets qui tuent des centaines de créatures marines chaque année, des tortues aux dauphins. Et puis on passe au dernier rallye WRC de la saison 2014 avec une visibilité réduite, une piste boueuse et des routes sinueuses, une épreuve capable de tout vous faire perdre en un seul instant. Une compétition à l'image de la saison. Sébastien Ogier confirme son statut de champion et Arvonen, de son côté, est bien fini avec une belle deuxième place. Le récit de Samuel Calvo. Sébastien Ogier a montré toutes les facettes de son talent en signant un deuxième succès consécutif au Rallye de Grande-Bretagne. Il confirme ainsi qu'il est bien le meilleur pilote du monde actuellement. Attaquant comme à son habitude, dès les premiers hectomètres de course, il a creusé un écart de cette façon il y a 15 jours en Catalogne où il avait déjà accumulé suffisamment de points pour empocher le titre de champion du monde 2014. Le Français au volant de sa Volkswagen n'a pourtant rien lâché jusqu'à la toute dernière seconde de course. Il a franchi les obstacles en conservant la pole position du début à la fin de ce rallye. Il est vrai que cette victoire est un peu la cerise sur le gâteau. C'est toujours bon psychologiquement de pouvoir finir l'année sur une victoire. En plus, il s'agissait d'un vrai rack avec des conditions piégeuses. On est content de les avoir déjouées et on peut partir en vacances, l'esprit tranquille. Derrière lui, le Finlandais Mikko Hirvonen participait à son dernier rallye avant sa retraite. Un résultat très émouvant pour le pilote qui sort vainqueur de l'intense bagarre pour la deuxième place
qui a fait rage durant la majeure partie de la course. Au volant de sa Ford Fiesta RS, Hirvonen termine élégamment avec 26 secondes d'avance sur Mats Ödsberg. Le Norvégien au volant de sa Citroën DS3 n'a pas démérité et confirme sa régularité. À seulement 27 ans, il s'installe confortablement dans le siège d'outsider pour la saison prochaine. Longuement en lice pour une deuxième place, il y a eu également Chris Mickey qui a vu ses chances s'envoler lorsqu'il a glissé dans le fossé, endommageant les pneus de sa DS3. Après la domination pendant des années du brillantissime Sébastien Loeb, c'est encore un Sébastien qui excelle dans cette catégorie sportive. En tête depuis le départ du Wells Rally de Grande-Bretagne, le champion du monde Sébastien Ogier signe sa 8e victoire de la saison et atteint des sommets. En devenant double champion du monde, il rejoint le cercle très privé des grands de ce sport. Yes. Saison terminée, elle était longue. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour encore plus de sport. En attendant, ne zappez pas. L'info, c'est maintenant. Et c'est sur i24 News. Prenez soin de vous.